Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notaire Éco. Alors quand on parle de sujets notariaux, ce qui est le cas de ce podcast, évidemment les décès, on en parle beaucoup. Et l'héritage, évidemment, ça suit. Et on sait quand il y a un décès, au-delà des charges administratives, il y a aussi évidemment les charges émotionnelles. Alors aujourd'hui, on veut dépatouiller un sujet qui est encore un peu plus particulier, un petit peu plus technique. Comment est-ce qu'on peut refuser un héritage et qu'est-ce que ça implique? Alors pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai la notaire Eleanor Blix. Bonjour Eleanor. Bonjour. Et Alice qui va nous raconter son histoire. Bonjour à toutes les deux. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. Alors Alice, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à refuser une succession? Il y a quelques années, mon grand-père est décédé. Et donc, au début, je n'étais pas vraiment tenue au courant parce que j'étais encore mineure à l'époque. Et donc, j'ai reçu un courrier il y a quelques mois quand je suis devenue majeure où on m'invitait à payer une certaine somme, donc la succession de mon grand-père. Et je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, on m'invitait à payer cette somme dans les 10 jours. Et donc, mon père m'a dit qu'il fallait que je renonce à la succession. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai un notaire, etc., à faire toutes les démarches pour renoncer à la succession. Eleanor, je veux directement rebondir vers toi avant qu'on creuse dans l'histoire d'Alice. Comment ça se passe en fait à un moment? Il y a un décès, il y a la succession qui arrive et puis après, qu'est-ce qui se passe? On peut décider de renoncer. Effectivement. Donc, quand il y a une succession, quand une personne décède, il y a différents choix qui se proposent aux héritiers. Soit ils ont déjà la connaissance du fait que quand il y a un décès, c'est bien de prendre contact avec son notaire pour savoir ce qu'il faut faire. Mais parfois, certaines personnes sont tellement perdues par rapport à ce qui leur arrive qu'ils n'ont pas l'initiative de contacter leur notaire. Et donc, dans ce cas-là, le premier réflexe, c'est à la réception d'un courrier, comme ça a été le cas pour Alice, de l'administration. Ils se disent, mince, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Et alors, ils prennent contact avec les études qui les accompagnent dans ce dédale de démarches à faire dans le cadre d'un décès. Mais donc, soit on prend d'initiative le contact avec l'étude, soit parfois, effectivement, il faut qu'il y ait un rappel de l'administration, parce que les administrations sont évidemment au courant quand une personne décède. Et donc, dans les X semaines, mois qui suivent le décès, envoie un courrier aux personnes qui sont supposées être les héritiers pour leur dire, voilà, vous devez déposer une déclaration de succession dans les 4 mois et vous devez payer des taxes, les droits de succession qui s'imposent dans le cadre du décès. Et donc parfois, les parties n'ont pas encore pris contact avec leur notaire et c'est à ce moment-là que les lampes rouges s'allument et qu'on se dit, là, il faut réagir parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Ok, alors avant de revenir plus spécifiquement sur le sujet qui nous occupe, est-ce qu'on est obligé d'accepter une succession? Évidemment que non. Il y a 3 possibilités qui sont laissées aux héritiers. Soit on accepte purement et simplement. Ça, c'est le cas quand on sait que l'actif de la succession dépassera le passif. Soit on refuse la succession quand on n'est pas sûr de l'actif, mais en tout cas qu'on est sûr qu'au niveau du passif, ça dépassera ce qu'il y aura dans la succession. Soit il y a une voie intermédiaire qui est l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Et là, il y a une protection parce que on va être tenu des dettes du défunt que jusqu'à hauteur de ce qu'il y a dans la succession. Et donc, on ne va jamais être tenu de payer des dettes supplémentaires qui trouveraient à s'appliquer. Attention, il y a certaines réserves. C'est que dans une succession, il n'y a pas que l'actif et le passif. Il y a aussi d'autres choses dont l'administration considère que ces avoirs font partie de la succession. Et pour ça, la voie intermédiaire ne protège pas. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de consulter un notaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. J'ai plein de questions pour toi, mais avant, j'aimerais bien que tu précises un tout petit peu, quand on parle d'actifs et de passifs, de quoi on parle exactement? Actif, c'est le patrimoine. Passif, les dettes. Et donc, dans le patrimoine, il peut y avoir des biens immobiliers, l'appartement, la maison du défunt. Ça peut être des comptes en banque, des comptes titres, ça peut être une voiture, le produit d'une assurance. Des dettes, ça peut être soit... classiquement, pour acheter votre bien immobilier, vous avez contracté un prêt avec une banque. Et donc, la banque, en cas de décès, va réclamer ce qui est encore dû. Ça peut être aussi des factures que le défunt avait laissé impayées, soit en étant conscient ou non conscient de l'existence de ces dettes. Soit ça peut être aussi éventuellement des reconnaissances de dettes que le défunt aurait fait vis-à-vis d'autres personnes. Et donc, dans ces cas-là, si vous avez une personne dont vous n'êtes pas sûr que l'actif permettra de couvrir le passif et donc le patrimoine permettra de couvrir les dettes, dans ce cas-là, il faut se poser la question de ce qu'il faut faire. Ok, et donc en fait,
si on choisit cette option d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, a priori, imaginons si on devait chiffrer que les actifs et les passifs, disons qu'il y a un peu plus de dettes que d'actifs, en fait, l'opération serait neutre. Voilà, exactement. Et donc, pour établir la consistance de l'actif et la consistance du passif, et donc de savoir pour chiffrer combien il y a de patrimoine, combien il y a de dettes, est-ce que ça va s'équilibrer, on va faire un inventaire. Mais ce qu'il y a, c'est que ce type de procédure est tout de même lourde, est quand même coûteuse, parce que voilà, c'est des démarches importantes à faire. Vous êtes accompagné par un notaire, mais malgré tout, il y a des frais qui sont liés à ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut toujours se dire, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver les informations, mais de toute façon, se faire accompagner pour choisir la meilleure option. Donc, je reviens sur les 3 options. Soit on est sûr de la personne qui est décédée, on la connaît bien, mais voilà, on accepte l'héritage. Soit on est sûr que la situation est un tout petit peu complexe. Et mauvaise, on refuse. Ou soit, alors, il y a ce bénéfice d'inventaire. Et ça, c'est en discussion avec le notaire quand on tâte un petit peu le terrain. Oui. Et si on voulait creuser un petit peu, parce que tu nous as parlé d'une option, je pense que c'était l'article 108. Tu peux nous préciser un petit peu ce cas particulier? Oui. Alors, l'article 108, c'est un article du Code des droits de succession qui dit que lorsque le défunt, dans les 3 ans qui précèdent son décès, a aliéné des biens et donc vendu, donné, et donc ce sont typiquement des biens immobiliers, parce que ça, l'administration en a connaissance, parce qu'il y a des mutations qui sont connues par l'administration, le produit de la vente est supposé se retrouver dans le patrimoine au moment du décès. Prenons un exemple. Le défunt a un patrimoine de 400 000 € au moment de son décès. Il a sur un compte 200 000 € et puis éventuellement un appartement. 2 ans avant son décès, il a vendu un bien, 200 000 €. L'administration va considérer que ces 200 000 € du produit de la vente doivent nécessairement se retrouver sur un des comptes. Et donc, si on a la traçabilité 200 000 € sur le compte en banque du défunt au moment de son décès, pas de souci, on pourra facilement trouver où se trouve l'argent. En revanche, si on a vendu cet appart 200 000 € et que les 200 000 € ne se retrouvent pas parce que sur son compte en banque, il n'y aurait que 10 000 €, prenons, l'administration va considérer que ces 200 000 €, ils doivent être dans la succession. Donc, à moins pour les héritiers de pouvoir prouver toute la comptabilité et la traçabilité de ce qui a été fait avec cette somme, l'administration va taxer sur ce montant. Et donc, ce qui est important, c'est que quand on accepte sous bénéfice d'inventaire, ça protège des dettes que le défunt avait, mais ça ne protège pas de ce qu'on appelle les actifs fictifs. Et donc, le produit des ventes dans les 3 ans, c'est ce qu'on appelle un actif fictif qui est censé se retrouver dans le patrimoine au moment du décès. Et donc, dans ces cas-là, on devra payer des droits de succession dessus. D'où l'importance de ne pas trop vite prendre position, de ne pas trop vite faire ce qu'on appelle un acte d'héritier qui pourrait engager dans un sens ou dans un autre. Alors qu'il est possible, au moyen d'une recherche qui est faite par le notaire à l'administration, d'obtenir cette information. Est-ce que l'administration a connaissance qu'il y a eu une vente dans les 3 ans qui précèdent le décès? Attention qu'en Wallonie, c'est même 5 ans. En région wallonne, c'est 5 ans, tandis qu'à Bruxelles, c'est 3 ans. Est-ce que l'administration a connaissance de cette info? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver l'argent qui doit se retrouver dans la succession? Donc, si je comprends bien ton conseil quand on doit hériter, avant d'accepter de refuser ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est qu'on laisse un peu de temps pour que l'administration puisse revenir vers nous? Parce que l'administration Alors, viendra. l'administration ne revient pas directement vers vous, mais le notaire va faire cette démarche-là, d'interroger en disant « Attention, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont on doit tenir compte ?» Et donc oui, pas trop vite se lancer. Parfait, c'est très clair. Alice, je vais revenir vers toi, parce que du coup, et ce sera des questions, je vais rebondir vers Éléonore évidemment. Donc toi, tu es majeure et tu reçois une lettre de l'administration. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu savais qu'il y avait un héritage qui avait été refusé du coup par ton père? Est-ce que tu étais au courant du contexte familial et comment est-ce que, après ce sera pour toi Éléonore, comment est-ce qu'un enfant mineur à un moment reçoit une lettre et comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là? Mais moi, je suis pas vraiment au courant parce que les histoires d'argent, etc., mes parents m'en parlaient pas vraiment. Et je savais même pas qu'ils avaient déjà renoncé, etc. Enfin, j'étais pas vraiment là-dedans, on va dire. Et donc, ça m'a un peu surpris de voir une lettre à mon nom. Et donc, je t'ai demandé à mon père, il m'a dit « Ah oui, c'est l'héritage de ton grand-père, il va falloir que tu renonces. » Parce que,
comme Éléonore expliquait, le passif qui était supérieur à l'actif. Et donc, j'allais pas accepter ça. Et mes cousines avaient reçu les mêmes, etc. Donc, toutes les majeures de la famille, etc. On avait toutes reçu cette lettre et voilà. Donc, on doit toutes renoncer. Et alors, donc, ce sont les enfants majeurs qui reçoivent cette lettre. Ça veut dire quoi ? Tu sais combien de temps auparavant l'héritage avait été refusé ? Je dirais 3 ans, plus ou moins. Quelque chose comme ça. Ok, donc ça, je reviens vers toi directement. Est-ce que l'héritage est refusé et puis en fait, ça passe sur les enfants mineurs quand eux deviennent majeurs ? Il n'y a pas d'action qui est prise tout de suite, parce qu'imaginons que Alice avait 3 ans. Oui. Comment ça serait passé ? Quand un parent refuse la succession, ça passe à ses enfants. C'est ce qu'on appelle la substitution. Donc les enfants viennent en substitution de leurs parents. Ça veut dire que dans le cas d'Alice, elle était mineure au moment du décès de son grand-père. Toute la tranche des parents, oncles et tantes a refusé. En fait, c'est passé à la génération d'après. Mais comme il n'y a pas de mesure qui a été prise par les parents, oncles et tantes à l'époque, l'administration a attendu que la génération d'après devienne majeure pour renvoyer un courrier les invitant du coup à prendre certaines mesures. En fait, ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, mais probablement que dans l'émotion liée au décès, et c'est vrai qu'un refus de succession, c'est quand même quelque chose qui, au niveau émotionnel, est pas facile. Il aurait fallu, pour toute la génération des parents refusés, mais aller voir le juge de paix pour demander que les parents soient autorisés à refuser au nom et pour le compte de leurs enfants. Et donc, la succession passe à la génération d'après, mais la génération d'après n'est pas en mesure de prendre des actions pour refuser ou pour accepter cette succession. Et donc, c'est les parents qui demandent au juge de paix de pouvoir refuser au nom de leurs enfants. Et ça s'arrête quand alors ? Alors, ici, Alice a refusé. Alice n'a pas d'enfant et donc ça ne descend pas. Mais au moment où, effectivement, les générations sont épuisées, ça ne va pas plus loin. Mais c'est vrai que quand on a des parents qui ont des enfants mineurs, au moment où ils consultent le notaire en disant « Voilà, je veux refuser parce que mon papa, ma maman avaient des dettes et je ne veux pas être concerné par ça. » Enfin, ou en tout cas, je ne suis pas en mesure d'assumer ça et financièrement, ce n'est pas un bon calcul. Les lampes rouges s'allument chez les notaires de dire « Attention, vous avez des enfants mineurs et donc il va falloir prendre contact avec le juge de paix qui va alors vous autoriser et on va prouver, on va apporter différents éléments au juge de paix pour démontrer que effectivement, ce qu'il y a par exemple sur les comptes ne permet pas de couvrir toutes les dettes dont on a déjà connaissance. » Et Alice, du coup, toi, tu reçois cette lettre. Comment tu te sens ? C'est quoi les émotions qui viennent ? Parce que ça reste quand même, ça parle quand même de décès, de succession. C'est quand même beaucoup d'émotions quand on est tout juste majeur. Comment tu t'es sentie ? J'étais pas très proche non plus de mon grand-père, donc c'était pas un grand choc non plus. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre de se dire qu'il y avait une succession et qu'il fallait y renoncer. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc ça faisait un peu bizarre. Et mon frère et ma sœur aussi ont dû renoncer. Par exemple, mon petit frère qui a 13 ans, lui, il n'est pas encore majeur. Donc lui, il va devoir aller devant le juge de paix, comme expliquait Éléonore, etc. Et voilà, et donc ça prend ça prend de l'ampleur. Donc ça rend la chose vraiment très concrète, quoi. Alors si on revient de manière très pragmatique, comment est-ce qu'on renonce ? Qu'est-ce que ça implique, en fait ? Donc voilà, j'ai un décès dans ma famille, je peux hériter, je décide de renoncer. Ça implique quoi ? Il suffit de ne rien faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Non. Si on ne fait rien, les situations ne se résolvent pas d'elles-mêmes. Donc, il faut prendre contact avec un notaire et vous faites un rendez-vous à l'étude. À ce moment-là, on va faire le point. Alors, soit vous savez très clairement que la succession est en négatif et donc dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement renoncer. Et le notaire va préparer un acte de renonciation à succession. Et donc, c'est un acte qui est signé par tous les héritiers, les parents, mais aussi les enfants, les parents pour leurs enfants s'ils ont été autorisés en ce sens par le juge de paix. Et dans cet acte, on va expliquer la situation, telle personne est décédée, la succession est malheureusement déficitaire, et donc les héritiers décident de refuser la succession, et donc ça va être porté à la connaissance des autres parties, donc par exemple une maison de repos ou l'administration fiscale qui aurait encore un impayé d'impôts ou que sais-je. Et à ce moment-là, les héritiers sont protégés. Est-ce qu'il y a un moment, donc si on n'entreprenait pas ces démarches, parce que tu vas nous expliquer un peu le temps qu'on a pour renoncer, et qu'est-ce qui pourrait être pris comme une acceptation tacite ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ? Qu'est-ce qu'on risque dans quel cas ? Tu as peut-être une anecdote à me raconter. Alors, il y a effectivement, normalement, les héritiers ont 30 ans pour prendre position. C'est 30 ans,
Oui, c'est pas mal, mais c'est très long. Et sur 30 ans, vous avez la possibilité de faire plusieurs fois des bêtises. Parce que dès qu'on pose ce qu'on appelle un acte d'héritier, vous avez une présomption que vous avez accepté la succession. Par exemple, vous vendez la voiture du défunt parce que votre voisin trouve que cette voiture, en fait, elle est top, il l'avait bien configurée, super, il veut la racheter. Vous vous dites, c'est bien comme ça fait un peu rentrer des sous dans la succession. Non, surtout pas, parce que vendre la voiture du défunt, on considère que vous acceptez la succession et donc vous êtes plus protégé. Payer le document par lequel le défunt est invité à payer ses impôts pour l'année, pas faire. Ça veut dire que vous acceptez la succession aussi. Donc il y a toute une série de démarches où vous allez recevoir, tant que vous n'avez pas pris position, vous allez recevoir des invitations où vous allez avoir l'opportunité de poser des actes qui pourraient vous porter préjudice parce qu'on considérerait que, puisque vous avez agi dans tel ou tel sens, nécessairement, c'est que vous avez accepté la succession. Et quand on refuse la succession, ça veut dire qu'on renonce à quoi exactement ? À tout. C'est-à-dire ? À tous les avoirs du défunt, à toutes ses dettes aussi, mais surtout à tous ses avoirs. Donc, vous ne pouvez pas aller dans l'appartement de votre parent, de votre grand-père et commencer à vider les armoires, à prendre les choses qui sont importantes. On ne peut pas faire ça parce que sinon, on considère que c'est un acte d'héritier. Et donc, naturellement, renoncer à une succession, c'est pas juste ne pas avoir les dettes, c'est aussi ne pas avoir tout le patrimoine de la personne, les effets personnels, les choses auxquelles la personne était attachée. Et donc, tout cet aspect de l'émotion qui est liée au décès, qu'est-ce qui nous reste de la personne hormis les souvenirs, toutes ces choses-là qu'on aurait pu récupérer, malheureusement, quand on renonce, ce n'est pas possible. Alice, tu vois, tu as dit que tu n'étais pas très proche de ton grand-père, mais toi, tu te souviens, son décès, que, en fait, comme tes parents ont renoncé à la succession, qu'il y a eu aussi cette histoire de renoncer à tous les souvenirs, sans doute peut-être même des albums de famille, etc. Parce qu'en fait, on n'a plus accès à rien. Tu te souviens de cette charge émotionnelle dans la famille ? Et je me souviens pas très précisément de comment ça s'est passé. Mais je sais que mes parents non plus n'étaient pas très très proches. Enfin, mon oncle, ma tante, mon père n'étaient pas très très proches non plus de mon grand-père. Et que le passif était tellement élevé comparé à l'actif que je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de gros dilemmes à ce niveau-là. Après, pour réagir par rapport à ce que Alice dit, quand une famille traverse ce genre de situation, les parents vont souvent préserver leurs enfants de leurs états d'âme et de ce que ça peut impliquer comme charge émotionnelle, parce que c'est bien souvent pas aux enfants à porter ce poids-là. Et donc, nécessairement, c'est pas surprenant qu'Alice ait été préservée à l'époque par ses parents. Mais même si il est clair que les dettes dépassent ce qu'il y aura dans la succession, on ne peut pas écarter le fait que pour une famille, c'est pas rien de renoncer à la succession de son parent, de son grand-père. Il y a tout de même toute cette charge émotionnelle qui est liée au fait que, en fait, la personne n'est plus là, mais on n'a plus rien de matériel qui est lié à elle. Et qu'est-ce qui se passe de l'héritage si on y renonce, en fait ? Qu'est-ce qui se passe de l'appartement, de tout ? Qui s'en occupe après ? Qu'est-ce qu'il advient des biens et des dettes ? Oui. Soit, par exemple, le défunt n'était pas propriétaire d'un bien immobilier. Et ça, c'est tout de même souvent le cas quand il y a une renonciation. Parce qu'il faut déjà avoir des dettes conséquentes pour que les biens immobiliers, la vente des biens immobiliers ne permette pas de couvrir les dettes. Et donc, ça veut dire que, par exemple, son appartement, s'il était locataire, le bailleur se retrouve avec éventuellement des loyers impayés, un appartement à vider. Et donc, pour toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin au décès, c'est pas facile non plus parce que la maison de repos pourrait se retrouver impayée. C'est évidemment problématique. Et puis, si jamais vraiment il n'y a personne pour s'occuper de la succession et qu'il faut tout de même faire le tri dans ceux qui restent, alors il va y avoir un curateur à succession vacante qui va être désigné et qui va diligenter toute la procédure par la suite. Mais ça, c'est déjà dans le cas d'une succession où il y a tout de même quelque chose, où les dettes sont fort importantes, mais où il y a tout de même quelque chose à faire. Parce que s'il n'y a pas d'argent sur les comptes, qu'il n'y a pas de biens immobiliers, en fait, il n'y a rien à faire. L'argent, à un moment, est déposé à la caisse des dépôts et consignations. Et puis voilà, la personne s'est éteinte et il ne reste finalement plus rien de ce qui lui restait à son décès. Et combien ça coûte de renoncer à une succession ? Si la succession qu'il y a
beaucoup de dettes, mais qu'il y a moins que 5 000 euros sur les comptes. Alors, c'était 5 000 euros au départ, ça a été un petit peu indexé. Et là, en 2025, c'est, je crois... 6 093,20. Voilà. Je connais ça par cœur. Ben oui, c'est bien. Non, quand le patrimoine de la succession ne dépasse pas ce montant-là, c'est gratuit. Donc, vous allez chez le notaire, vous ne devrez rien payer. Sauf si, évidemment, il y a des démarches extraordinaires qui sont mises en œuvre dans le cadre du dossier, mais c'est assez peu fréquemment le cas lorsque on est dans un dossier de cette nature-là. Par contre, si c'est au-dessus, qu'il y a plus d'actifs que ce montant de 6 090 euros, alors ce n'est plus gratuit, mais ça, c'est à déterminer avec le notaire. Mais bien souvent, quand on renonce à une succession, on est dans le cas où il n'y a malheureusement pas cette somme-là. Et donc, la succession, ça ne vous coûte rien de renoncer. Mais alors, qui prend en charge les frais du notaire qui travaille quand même? Oui. On a un service au niveau de la Fédération des notaires qui rembourse une petite contribution au notaire pour le travail fourni. Mais effectivement, les actes de renonciation à succession, alors il n'y a pas de taxes non plus qui sont payées à l'État pour la signature de cet acte, parce qu'il faut savoir que dès qu'on signe un acte juridique, même dans le cadre d'une succession, normalement, il y a certaines taxes qui doivent être payées. Ici, il n'y a pas ces taxes, mais pour ce qui est du travail du notaire, qui normalement est couvert par un honoraire, il s'agit d'un travail qui est fait gratuitement par l'étude et qui fait partie du rôle social du notaire. Merci à toutes les deux. J'ai pas d'autres questions, sauf si tu veux amener un mot de la fin. Voilà, de toujours bien vous faire accompagner, de prendre contact avec les notaires qui sont disponibles et prêts à être à l'écoute pour les citoyens qui rencontrent ce genre de situation difficile. Merci Eleanor Blix, merci Alice, merci à toutes les deux. Et comme on le répète souvent, en fait, toutes ces charges émotionnelles, tous ces parcours de vie amènent toujours beaucoup de questionnements, et qu'on décide d'accepter un héritage ou d'y renoncer, en fait, ça amène toujours des complexités. Donc s'entourer d'un notaire, c'est quand même primordial. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode, à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé. Et à la fois prochaine.